From the beginning of our administration, we've taken strong steps to do something about this horror. Tonight, I can report to you that we've made much progress. 37 federal agencies are working together. Usually I national in my office in the West and by next year, our spending for drug law enforcement talk about will have more than tripled. Someone very special to join me. NCC has a committee to cover the West Bend insurgents. Last year, over 10,000 Les dirigeants américains pourraient être tentés de remédier, du moins du point de vue de la lutte armée contre les trafiquants de drogue, en exportant cette fois le conflit à la frontière mexicaine. Bonjour les amis et bienvenue sur Narcoculture France, la chaîne de l'actu des cartels et de la narcoculture comme son nom l'indique, ça tombe bien. Et on se retrouve aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo qui va aborder et traiter du sujet. Vous n'êtes pas sans savoir que Donald Trump s'est de nouveau fait élire le 5 novembre dernier au poste de président après l'avoir déjà été une première fois entre 2017 et 2021. Et cette vidéo va donc parler des potentielles mesures que l'ami Donald Trump pourrait mettre en place contre les cartels mexicains, lui qui en fait l'un de ses chevaux de bataille, je sais pas comment on dit. Bref, le narcotrafic a pris une place fondamentale dans l'actualité américaine, dans la vie politique américaine. Et bien entendu, Donald Trump, on le connaît avec la gouaille qu'on lui connaît, a déjà menacé qu'il allait s'en prendre au cartel. Voilà, a déjà lancé différentes menaces, dont celle quand même d'envahir le Mexique. Et c'est également de cela dont je voudrais vous parler dans cette vidéo, le scénario hypothétique de l'invasion du Mexique par les forces armées américaines. Rien que ça, oui, donc c'est le sujet que je voudrais aborder dans cette vidéo. Alors on va revenir brièvement sur l'élection de Trump qui a eu lieu il y a 3 semaines de cela au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, élection de Trump qui a évidemment fait beaucoup parler, qui cristallise les attentes d'une certaine frange de la population, y compris même en France. Tous ceux qui en ont ras-le-bol du wokisme voient dans Donald Trump une sorte de porte-étendard de l'anti-wokisme. Et au contraire, les gens plutôt de sensibilité à gauche, etc., Donald Trump cristallise toute leur peur, entre guillemets. Il leur fait peur, Donald Trump. Mais moi, voilà, je ne veux pas dans cette vidéo entrer dans les caricatures, commencer à diaboliser Donald Trump, etc., à le traiter de mouvance d'extrême droite, parce qu'une bonne partie de cette vidéo va bien sûr faire le lien entre les cartels de la drogue, le trafic de drogue qui inonde les États-Unis, les États-Unis sont plongés dans la crise du fentanyl maintenant depuis 5 ans. Je vais donc mettre en parallèle ce trafic de drogue avec la crise migratoire et l'immigration aux États-Unis, puisque les deux phénomènes sont évidemment directement liés avec le Mexique. Donc je vais mettre en parallèle dans cette vidéo les deux phénomènes, revenir de l'un à l'autre, passer de l'un à l'autre. Alors ne vous étonnez pas si telle partie de la vidéo je parle des cartels mexicains et qu'après j'enchaîne directement sur l'immigration. Ça peut paraître un peu étrange d'aborder les deux sujets comme cela, mais j'ai trouvé ça intéressant puisque ça démontre aussi d'une certaine opinion américaine, puisque le débat est plus ou moins abordé comme ça aussi aux États-Unis, de la part des républicains, en tout cas des conservateurs. Voilà, ils mettent vraiment en parallèle le trafic de drogue et l'immigration. Ils mettent un petit peu tout dans le même sac et tout. Donc, je trouvais ça que c'était pas déconnant de traiter de ce sujet de la même manière afin que je puisse retranscrire d'un petit peu du climat qui règne en ce moment aux États-Unis, modestement à mon échelle bien sûr. Et voilà, et cette vidéo traitera donc, vous l'avez compris, plus globalement des problèmes de sécurité à la frontière américano-mexicaine, les problématiques de sécurité que l'on peut rencontrer et qui lient les deux pays. Voilà, alors Donald Trump a évidemment une image
sulfureuse. Je vous disais qu'il était parfois diabolisé en France, etc. C'est clair qu'il a une image sulfureuse, surtout au Mexique. Voilà, et on se souvient tous de cette déclaration. D'ailleurs, les Mexicains lui avaient fait payer cher, et l'électorat, la diaspora mexicaine aux États-Unis avait fait largement payer cette déclaration à Donald Trump qu'il avait eue lors de sa première campagne à la présidentielle, où il disait que voilà, les Mexicains étaient sans nul doute de très bonnes personnes, mais que les migrants du Mexique, eh ben, eux, ce n'était qu'une bande de voleurs et de violeurs, puisque selon Donald Trump, les Mexicains qui réussissent, qui ont réussi dans la vie, qui sont pas trop cons, eh ben, ils restent au Mexique, et tous les immigrés, les immigrants qui arrivent aux États-Unis, ce sont donc ceux qui ont échoué dans la vie, et donc ce sont des gens susceptibles de commettre des crimes. Bon, ça c'était les déclarations qu'avait eu Donald Trump. Les Mexicains l'ont très mal pris, que ce soit les Mexicains ou les Américains d'origine mexicaine, et ils continuent de le faire payer aujourd'hui, parce que voilà, loin des clichés. Souvent on pense que l'électorat de Trump c'est l'électorat blanc, etc. Bon, en majorité, mais lors de cette campagne présidentielle-ci, là, en 2024, il y a eu énormément d'Afro-Américains et de Latino-Américains qui ont voté pour Donald Trump aussi, simplement parce qu'ils en ont marre du wokisme. Voilà, ils sont comme tout le monde, j'ai envie de dire. Voilà, sauf que les Latino-Américains qui ont voté pour Trump, c'est surtout, j'ai envie de dire, des Cubains, des Vénézuéliens dans leur grande majorité. Bon, c'est vrai que les Mexicains ont encore un petit peu cette déclaration à travers de la gorge, et bon, ils sont moins nombreux à voter pour Trump, même si ça commence un petit peu lors de cette élection. On a vu quand même plus de Mexicains voter pour Trump. Enfin voilà, les relations avec Trump et le Mexique ont toujours été compliquées, et ça ne s'arrange pas avec les récentes déclarations qu'il a eues. Il menace, je vous l'ai dit, donc d'envahir le Mexique, en tout cas d'employer les forces armées des États-Unis pour lutter contre les narcotrafiquants au Mexique, tout un programme. Et même si je veux en parler ici, donc de l'éventuelle invasion du Mexique prônée par Trump, je ne veux pas tomber dans le piège de, comme le font certains, voilà, que Trump va déclencher la troisième guerre mondiale, etc., qu'il est dangereux, qu'il est fou. Bon, on entendait, c'est vrai, surtout ça lors de sa première élection, on l'entend beaucoup moins aujourd'hui, tout simplement parce qu'il a déjà eu un premier mandat. On a vu qu'au final, il s'était rien passé de particulier, il n'a pas mis le monde à feu et à sang, Trump, contrairement à ce que disaient certains. Bon, aujourd'hui encore, certains se demandent qu'est-ce qu'il en sera du dossier ukrainien, par exemple, les relations de Trump avec l'Ukraine, avec la Russie, avec la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, etc. Bon, il y en a qui sont inquiets clairement de l'élection de Trump, ça se sent. Et c'est vrai que je voudrais pas rajouter de l'huile sur le feu, donc en dépeignant un scénario catastrophe de l'invasion du Mexique par Trump. Mais le fait est que, même si moi, cette invasion, j'y crois moyen pour des raisons que j'expliquerai à la fin de cette vidéo, c'est vrai que nous n'avons probablement jamais été aussi proches du scénario, de ce fantasme, de cette invasion américaine au Mexique. Alors, je me devais d'en parler et d'analyser pourquoi, oui, Donald Trump pourrait décider d'envahir le Mexique afin de lutter contre les cartels. Como live, arriba la mafia, viejo. Dice, como chango, suena fuerte 4 letras. Aquí hablo de la empresa. Nombre y apellido suena, pura gente de 2 letras. Yo soy el doble R, patrullando por el TR. No ocupo preocuparme, Grupo Elite va a atorarles. Todos de camuflajeados, junto a todos mis muchachos. Nunca nos hemos dejado, siempre serio en el trabajo. No se acerquen, no se asomen, porque se me caen los dientes. No nacimos patacuaches, pues madre, esto no se puede. El equipo que cargamos, fuerte y amarrado, todo está asegurando, así afirmó el mando, limpiando toda la área, después se van y entonan, luego se escucha gritar, puro 4 letras.
18 novembre 2024. À peine 2 semaines après avoir été réélu le 5 novembre dernier, Donald Trump annonce vouloir durcir le ton face aux narcotrafiquants et dans une moindre mesure face aux migrants. Le nouveau président des États-Unis a dans l'optique de faire de la frontière américano-mexicaine une barrière infranchissable qui préserverait le bon peuple des États-Unis des terribles menaces que sont pour lui l'immigration illégale et le trafic de drogue. Fini l'opération porte ouverte. On boucle tout. On fait des USA un pays bunker. Des déclarations qui ne surprennent pas vraiment, connaissant les positions de l'homme politique, et font même partie intégrante de la rhétorique habituelle des républicains. C'est sur ces mêmes promesses de privilégier les intérêts des États-Unis en toute chose, et de renforcer la sécurité ainsi que le contrôle aux frontières, que Trump s'était fait élire une première fois en 2017, symbolisé par le désormais célèbre slogan « America First ». Ce qui a davantage surpris lors de cette élocution, c'est son annonce, déjà teasée depuis de nombreux mois maintenant, parmi les membres de son équipe de campagne et ses proches collaborateurs, de vouloir recourir à l'armée contre les cartels mexicains et même face aux migrants. En privé, Trump envisagerait même de recourir à l'US Air Force pour lâcher des bombes sur les narcos au Mexique. Carrément, bombarder le Mexique, vous avez bien entendu. Une idée qui ne daterait pas d'hier, selon l'ancien ministre de la Défense de Trump, Mark Esper, qui le révèle dans son livre « A Sacred œuf ». En 2022. Selon lui, ce recours à l'armée de l'air avait été sérieusement envisagé par Trump lors de son premier mandat, en 2020. Celui-ci arguait même alors, au grand désarroi de son ministre de la Défense, que les États-Unis pourraient parfaitement nier être à l'origine d'une frappe de missile sur le sol mexicain et s'en laver les mains. Depuis, le projet a été de nouveau sollicité, à de multiples reprises l'année dernière, par les collaborateurs de Trump. Le 12 janvier 2023, une proposition de loi est présentée par 2 membres du Congrès. Dan Crenshaw, représentant des Républicains et ancien Navy SEAL, vétéran de la guerre d'Irak, et son homologue Mike Waltz, pour sa part ancien béret vert, visant à autoriser le recours à la force militaire contre les cartels au Mexique. C'est même le nom de leur proposition de loi, autorisation de recours à la force militaire contre les cartels mexicains. Les cartels sont en guerre avec les États-Unis, nous devons les traiter comme Daesh, car c'est ce qu'ils sont, clamera Crenshaw, élu du Texas. Soldats, je t'ai ordonné d'avancer ces catapultes, elles sont hors de portée. La portée est bonne. Le danger pour la cavalerie Est acceptable. D'accord. Le sénateur Tom Cotton, encore un ancien militaire, appelle lui à employer des unités tactiques d'élite pour capturer ou tuer des barons, neutraliser des lieutenants et détruire les super laboratoires des cartels. En réalité, je vais vous dire, l'invasion du territoire souverain du Mexique par des troupes armées américaines a déjà eu lieu. Oui, tout à fait, et ce, pas plus tard qu'en juillet dernier. Ce fut lors de la retentissante capture du parrain des parrains mexicains à la tête du cartel des Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Alors, on pensait que son filleul et fils de son ancien associé, Joaquín El Chapo Guzmán, lui-même nommé Joaquín Guzmán, l'avait trahi en le livrant aux Américains, après l'avoir forcé à monter dans un avion à destination des États-Unis. Les Américains, eux, s'en tiennent aujourd'hui encore à cette version des faits, arguant que cette capture était le fruit de trahison entre barons qui arrangeaient bien leurs affaires. Ils n'allaient pas dire autre chose en même temps. Et sûrement pas qu'ils y étaient pour quelque chose dans toute cette histoire s'étant déroulée chez leurs voisins mexicains. Une version qui, a posteriori 4 mois plus tard, pourrait avoir son fond de vérité, mais qui pourrait tout aussi bien en vérité s'avérer être plus complexe que prévu. Car si Joaquín Guzmán López aurait effectivement trahi le parrain Zambada et roulé bien pour les Américains, il n'aurait pas été le seul à agir ce jour-là, ce 25 juillet 2024, pour capturer Zambada et lui faire gagner de force le territoire américain. Alors, seul le parrain Ismael Zambada lui-même avançait cette seconde version, reprise avec circonspection, ou tout du moins précaution, par les médias. On se disait que le mafieux tentait simplement de détourner l'attention de son cas et de se faire passer pour la victime, de se défendre comme il pouvait, en somme, après son arrestation. Quelques semaines plus tard, cependant, retentissement.
Les autorités mexicaines, après enquête, donnent raison à l'homme que personne ne voulait croire et qui se trouve être, eh ouais, le parrain Zambada. Ou quand les hommes politiques américains, en particulier Ken Salazar, ambassadeur des USA au Mexique, mentent et que les narcos, eux, disent la vérité. Mais on n'entendait pas moins d'El Mayo Zambada, dernier narco de la vieille école au Mexique. La version de Zambada et des autorités mexicaines est qu'une équipe de mercenaires aurait profité d'une rencontre entre le mafieux, les fils d'El Chapo et des hommes politiques pour lui tendre une embuscade dans l'hacienda où devait se tenir la rencontre, exécutant sans sommation le service de sécurité qui l'accompagnait et le forçant à monter dans un avion à destination des États-Unis, en assassinant le député Héctor Merecio Cuen au passage, censé lui aussi assister à la réunion. Les mercenaires, qui roulaient visiblement avec les fils d'El Chapo Guzman, auraient été mandatés par les États-Unis pour procéder à cette Black Ops, cette opération illicite en territoire étranger. Peut-être même que c'était des gars de chez Blackwater, allez savoir. Tellement les responsables américains se croient dans un putain de jeu vidéo. Plus sérieusement, cette incursion intolérée et intolérable, dans le seul but de capturer un trafiquant violant le territoire souverain du Mexique à l'insu de son gouvernement, aura provoqué de vives réactions de la part de celui-ci. Claudia Sheinbaum, la nouvelle présidente du Mexique qui a pris ses fonctions peu après la capture de Zambada, ne tardera pas à s'exprimer sur ce sujet. Quand nous parlons du respect des droits humains, de l'état de droit, de la souveraineté, ça veut dire que la manière dont on fait les choses a aussi du sens, pas uniquement le résultat. Ce n'est pas parce qu'un narcotrafiquant a été arrêté qu'on ne voit pas chacun la manière dont il a été arrêté. Nous allons toujours demander le respect dû au Mexique et à être traité équitablement. Et que soient respectées les normes nationales et internationales en cas d'arrestation. Pour ça, il y a des manières de faire. La fin ne justifie pas les moyens, déclara en outre la nouvelle présidente du Mexique à propos de la détention de l'ancien chef du cartel des Sinaloa. Un accueil plutôt froid de la part des dirigeants mexicains à l'annonce de cette formidable nouvelle donc, à tel point que le fils d'El Chapo, Joaquín Guzmán López, sera officiellement accusé de trahison à la patrie, ouais, rien que ça, par le gouvernement du Mexique pour avoir aidé à la capture d'El Mayo Zambada. Bon, l'intéressé pour sa part se moque bien de ces poursuites judiciaires pour le moins saugrenues, étant donné qu'il négocie actuellement sa sentence avec les autorités américaines depuis une prison de Chicago et ne compte probablement jamais revenir au Mexique. Mais ça en dit long sur la gêne que cette capture aura provoqué au gouvernement mexicain, tenu à l'écart de celle-ci par les autorités américaines, qui préfèrent semble-t-il comploter dans l'ombre et dans son dos avec des narcos qui figurent parmi les pires qu'on ait jamais connus. Le célèbre et controversé gouverneur de Floride, Ron DeSantis, y est également allé de sa déclaration. Lui qui était pressenti pour être le candidat républicain lors de cette élection présidentielle et qui aurait donc pu devenir président à la place de son mentor Donald Trump, est aussi un fervent opposant à l'immigration, partisan du mur voulu par Trump, et siège désormais également en tant que porte-parole de la lutte armée contre les cartels. Et ce, bien que son état de Floride soit moins assujetti à l'incursion de clandestins et aux opérations des cartels de la drogue que les États du Sud, frontaliers avec le Mexique. Je m'occuperai de la frontière et j'érigerai le mur. Nous affronterons les cartels de la drogue. C'est ce qui aurait dû être fait il y a longtemps. Les cartels dirigeront les gens là où il n'y a pas de surveillance. Il faut donc avoir cette surveillance. Je pense que c'est important. Nous devons également comprendre que ce sont les cartels qui mènent la danse. Ils dirigent le gouvernement là-bas. Il est totalement corrompu, le gouvernement du Mexique. Ils font entrer des gens dans notre pays et des quantités massives de fentanyl qui tuent des dizaines de milliers d'Américains. Durant la campagne du pré-candidat républicain menée face à son mentor Donald Trump, Ron DeSantis avait promis qu'il mènerait à bien la construction du mur à la frontière, s'il était élu. Et il avait déjà une solution toute trouvée pour le financer. Prélever une taxe sur l'envoi d'argent de la diaspora latino-américaine en direction de leur pays d'origine, du bled quoi. Et allouer l'argent de cette taxe aux travaux du mur. Ce seront des milliards de dollars que nous prélèverons par ce moyen. Et nous allons le destiner directement à la construction du mur frontière. Donc je ne vais pas seulement mener à bien mes promesses, mais aussi celles d'autres personnes. Hop,
Petit taquet au passage pour son poteau Trump. Même si je déteste dire cela, vous verrez qu'il y aura une attaque terroriste dans ce pays de la part de quelqu'un qui aura franchi la frontière. Une fois encore, comme ces 3 petits copains républicains pendant l'invasion du Mexique, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, Ron DeSantis est lui-même un ancien militaire, un de plus. Il semblerait que l'entourage de Trump ne soit composé que d'anciens militaires va-t-en-guerre, qui font de la lutte armée contre les cartels une de leurs lubies. Une position même qui semble partagée par l'ensemble du camp républicain, à croire qu'ils ont tous des actions chez Raytheon ou Lockheed Martin. Quand je vous disais, en préambule, que nous n'avions jamais été aussi proches d'une invasion du Mexique par les États-Unis. Trump dit aussi vouloir cibler les migrants illégaux, sans papier donc, au nombre incroyable de 11 millions, qui résident en toute illégalité aux États-Unis, et mettre en place une politique de reconduite à la frontière impitoyable à leur rencontre. Au vu de la tâche ardue, et j'ajouterai qui est loin d'être gagnée, Trump s'est dit prêt au cours de cette allocution à déclarer l'état d'urgence national afin de répondre le plus efficacement possible à ce sujet épineux qui n'impacte pas uniquement la politique intérieure des États-Unis, mais détermine aussi leurs relations avec les pays voisins. En effet, expulser tous les migrants illégaux signifie théoriquement renvoyer près de 11 millions de personnes, d'honnêtes travailleurs ainsi que d'autres, au contraire, criminels parmi les plus endurcis, vers leur pays d'origine avec l'accord de celui-ci. En général le Mexique, le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Venezuela, Haïti, l'Inde et la Chine. D'où proviennent la majorité des migrants qui pénètrent sur le sol américain. Et cela implique aussi, entre autres, parfois, au-delà de ces seuls chiffres, quand bien même il serait effarant, de séparer des familles. Vous comprenez bien les enjeux et les difficultés que cela pose, notamment au niveau de la politique extérieure des États-Unis. Si Trump s'est laissé une marge de manœuvre en déclarant que la garde nationale devrait être en mesure de procéder aux arrestations, aux détentions, puis aux déportations de tous ces migrants, il n'exclut pas pour autant de mobiliser l'armée dans ce but. C'était déjà lui qui avait décidé de mobiliser la garde nationale pour expulser les migrants lors de son premier mandat, une première. Désormais totalement retiré d'Afghanistan depuis le 30 août 2021, ainsi que de tout théâtre d'opérations extérieures, pourrait-on prochainement voir les GI déployer à la frontière mexicaine, armes au poing face aux murs frontaliers, à guetter migrants et contrebandiers? Las d'être les gendarmes du monde et de se battre à des milliers de kilomètres de chez eux, les Américains pourraient maintenant reporter leur attention sur ce qui se passe dans leur propre pays et tenter d'en régler un certain nombre de problématiques, irrésolues depuis de nombreuses années, au nombre desquelles figurent en bonne place parmi les préoccupations majeures des électeurs américains, justement, les problèmes de sécurité à la frontière réputée pour sa porosité et ses trafics en tout genre. Genre, tu la passes comme tu veux le machin. L'ironie veut justement qu'il s'agit déjà en réalité d'une des frontières les plus surveillées au monde. Bon, on est loin, c'est vrai, de la frontière Corée du Sud, Corée du Nord, d'accord. Mais quand même, sur les 3000 km de frontière entre le Mexique et les États-Unis, un tiers, soit 1000 km, sont censés être verrouillés par un mur. Alors, un mur qui n'est pas toujours la muraille austère que l'on s'imagine, mais qui est en fait une succession de barrières disparates et plus ou moins inégales, plus ou moins facilement franchissables. À certains endroits, l'on retrouve le haut mur d'une dizaine de mètres avec de larges barreaux, qui séparent par exemple Tijuana de San Diego. Mais il suffit parfois de faire quelques kilomètres pour que le mur frontière ne soit alors plus qu'une banale clôture de barbelés. Au fil des ans, des nouvelles mesures de sécurité ont été instaurées, renforçant certains secteurs en tension du mur frontière. Caméras de surveillance, murs électroniques, plaquage de blindés qui restaient sur les bras de l'US Army après la guerre d'Irak et qui se trouvent désormais à étanchéiser la frontière, nouveaux véhicules tout-terrain et moyens supplémentaires attribués à la Border Patrol. Après le 11 septembre 2001, Bush met en vigueur le Secure Fence Act et le Secure Border Initiative Network, impliquant de nouvelles barrières terrestres, mais également une barrière virtuelle équipée d'outils technologiques de détection avancés, permettant d'identifier d'éventuels migrants illégaux. Vision infrarouge et thermique, détecteur de mouvement, tout y passe. Une course aux moyens technologiques qui se sera poursuivie dans les années qui suivirent, avec la mise en place de nouvelles tours intégrées et fixes,
capable de détecter des mouvements à plusieurs kilomètres de distance, ou encore plus récemment avec l'usage de drones civils de la Border Patrol, chargés de survoler et d'identifier les différents groupes de migrants illégaux. A priori, on se dit qu'il est difficilement possible de pénétrer illégalement sur le territoire des États-Unis, mais c'était sans compter sur l'insidieuse et dangereuse alternative qu'il reste aux migrants, toute une portion de frontières laissée sans surveillance par les Américains, le désert d'Arizona. Quiconque souhaite tenter d'éviter ces secteurs ultra surveillés et la patrouille frontalière doit s'y risquer, au péril de sa vie, la traversée de ce désert étant bien évidemment rendue extrêmement dangereuse par la sécheresse et la chaleur. Dès lors, cela revient à jeter les dés du destin et le succès de la traversée ne dépend plus que de la bonne fortune de l'aspirant migrant, sans garantie qu'après avoir effectivement réussi à survivre au désert, une patrouille de l'immigration ne le cueille pas à la périphérie de celui-ci. Chaque année, plus de 500 migrants meurent en tentant de traverser la frontière, en franchissant le Rio Bravo et surtout en tentant de suivre le désert d'Arizona. Cela n'empêche pas 2 à 3 millions d'entre eux, certains essayent plusieurs fois, de tenter leur chance chaque année. Alors, après avoir fait la chasse aux petits copains barbus de Ben Laden dans les montagnes d'Afghanistan pendant 20 ans, les soldats américains pourraient-ils maintenant traquer narcos et migrants en provenance du pays voisin ? Il faut dire qu'en Afghanistan, en plus de lutter contre les talibans et Al-Qaïda, les GI devaient également combattre les seigneurs de guerre, les chefs tribaux et surtout les seigneurs de la drogue, dont certains se trouvaient sous la coupe des deux organisations terroristes susnommées et même alliées. Drogue qui finançait d'ailleurs les talibans à hauteur de 150 millions de dollars par an tout de même. Pas leur principale source de revenus d'accord, mais tout de même de quoi acheter, à seulement 3000 dollars l'unité, un bon paquet de lance-roquettes. En 2020, l'Afghanistan produisait 85% de l'opium dans le monde, devenant le premier producteur mondial d'héroïne. Et ce, malgré les quelques 8 milliards de dollars dépensés spécifiquement par les Américains pour lutter contre le trafic de drogue en Afghanistan. Mais ce n'est pas tout, car le pays devient dans les années suivantes un acteur majeur de la culture du cannabis, ça vous ne deviez pas le savoir, et même dans la production de méthamphétamine. Un trafic produisant une manne financière alimentant bien des personnages parmi les plus sinistres de la région, y compris les groupuscules djihadistes comme Daesh, implémentés depuis quelques années en Afghanistan, même si ses principales actions, hormis certains attentats, dans le pays se résument à faire la guerre contre Al-Qaïda et ses alliés talibans. Mais plus encore que les islamistes, le trafic de drogue alimente surtout la corruption des institutions afghanes, si tant est qu'on puisse dans le cadre de l'Afghanistan parler d'institutions, et le dévoiement des hommes forts ou pseudo-hommes forts du pays. Lors de son mandat, Donald Trump avait décidé de lancer l'opération nommée Tempête de fer, déployant en outre des bombardiers B-52 et des drones Raptor, chargés de pilonner les infrastructures d'élaboration de l'héroïne sur le territoire des talibans. Une opération qui aura tout de même, selon les dires de Washington, réussi à priver les talibans de près de 20% de leurs ressources liées à la drogue, mais un résultat tout de même en demi-teinte au vu des coûts exorbitants investis dans l'opération. Bref, un bien beau bordel duquel l'armée américaine n'a réussi à se tirer qu'en l'abandonnant aux mains des talibans il y a de cela 3 ans. Au final, ni les épandages de défoliants, ni les bombardements de laboratoires d'héroïne par les Américains n'auront été aussi efficaces en Afghanistan que le nouveau régime appliquant la charia des talibans, de ce fait officiellement opposé à la culture de l'opium. Comme un goût d'inachevé auquel les dirigeants américains pourraient être tentés de remédier, du moins du point de vue de la lutte armée contre les trafiquants de drogue, en exportant cette fois le conflit à la frontière mexicaine, contre nos chers petits narcotrafiquants mexicains, et même contre les Mexicains tout court. Une question qui se pose en effet, étant donné que Trump menace de décréter l'état d'urgence face à cette immigration qu'il juge incontrôlée. Pour ce qui est de la tristement célèbre crise des opioïdes, autre enjeu crucial à la frontière, autrement dit le trafic de fentanyl,
qui provoquent des ravages aux États-Unis. Le gouvernement américain parle déjà de menaces émergentes pour la santé de ses concitoyens et emploie déjà des termes martiaux en promettant régulièrement de mener une guerre au trafic de drogue. Et puisque Trump a tendance à mettre les immigrants illégaux et les trafiquants de drogue, ainsi que plus généralement même tous les Mexicains, dans le même sac, on se dit qu'il n'est pas impossible que l'US Army appuie bientôt la Border Patrol et les agents de l'ICE dans leur rôle de reconduite des migrants à la frontière, voire la DEA et l'ATF dans leur lutte contre la contrebande et le narcotrafic. Un amalgame qui n'est toutefois pas totalement erroné, puisque les cartels se servent souvent des migrants comme mules, en leur confiant des ballots de drogue à convoyer lors de leur passage de la frontière. Autant faire d'une pierre deux coups, hein. Puisque les migrants comptent de toute façon entrer aux États-Unis en douce, autant leur demander de passer de la mer Cap à la même occasion, hein. Les migrants, eux, n'en retirent bien souvent aucun profit, sinon celui de rembourser leur passage vers les États-Unis à ces organisations criminelles. Un bon nombre de réseaux de narcotrafiquants se changent donc aussi en réseaux de passeurs, activité, si elle n'est certes pas aussi rentable que le trafic de drogue, pouvant néanmoins brasser quantité d'argent. Sans compter qu'un bon nombre d'immigrants mexicains, souvent ceux qui demandent l'asile aux États-Unis, ont décidé de quitter leur pays après avoir été à l'origine chassés par le climat de violence engendré par les guerres de cartels. Ces derniers font donc partie intégrante de la problématique et poussent ainsi de nombreux Mexicains à l'exil. Et quand on sait que le gouvernement américain promet à la fois de mener une guerre de front contre l'immigration illégale en provenance du Mexique et contre les opioïdes qui causent un nombre effroyable d'overdoses, près de 100 000 par an, dans leur pays, on se dit que Trump s'est trouvé un ennemi tout désigné. Les organisations criminelles mexicaines qui trempent dans ces deux trafics. Un nouvel épouvantail dont on se dit qu'il devrait être, en théorie, plus facile de faire la guerre, en comparaison aux talibans, qui ont désormais repris le pouvoir en Afghanistan, ou aux autres rivaux des Américains, les gouvernements russes et surtout chinois, face auxquels mener une guerre de front est totalement exclu. C'est sûr que ce ne sont pas les cartels qui risquent de leur envoyer une bombe nucléaire sur Washington. C'est facile aussi. Un marronnier ou serpent de mer bien connu, la même sempiternelle rhétorique déjà entendue maintes et maintes fois qui revient souvent sur le tapis de la politique américaine et qui est aussi l'une des grandes obsessions de Donald Trump, est la menace agitée en l'air de classifier les cartels de la drogue mexicains en tant qu'organisation terroriste. Combien de fois je l'ai entendu celle-là? Pourtant, aucun homme politique américain n'a pour l'instant réussi à les faire reconnaître officiellement en tant que tels. Il faut dire que, pour l'ensemble de leur œuvre, ce titre serait amplement mérité, mais j'y reviendrai une autre fois dans une prochaine vidéo, qui aura pour but de déterminer ensemble si oui ou non les cartels de la drogue sont effectivement des groupes terroristes. Ici, l'intéressant n'est pas de savoir si oui ou non les cartels méritent ce titre, mais si cette classification peut finalement être adoptée et si elle peut à l'avenir déboucher sur une intervention militaire des États-Unis au Mexique, puisque c'est cela que traite cette vidéo. Donc, après le massacre de la famille Lebaron en novembre 2019, où 9 personnes, parmi lesquelles 3 femmes et 6 enfants d'une communauté mormone américano-mexicaine, ont été sauvagement assassinés dans une embuscade supposément tendue par le crime organisé, dont les membres auraient pu confondre le convoi de véhicules de la famille Lebaron avec ceux d'un cartel rival, dans la Sierra de Sonora, en 2019, je le disais donc, Trump déclarait à Fox News, suite à cet événement: « Je vais les désigner en tant qu'organisation terroriste. Oui, absolument, piece of shit. J'y travaille depuis 90 jours. Les désignations ne sont pas si faciles. Il y a tout un processus, crap, et nous sommes en plein dans ce processus, asshole. » Oui, c'est mon imitation de Donald Trump. Il poursuivait sur Twitter, moyen de communication privilégié de l'homme politique. Oui, bon, attends, je sais, ça s'appelle X. « Si le Mexique a besoin ou demande de l'aide pour se débarrasser de ces monstres, morons, les États-Unis sont prêts, et volontaires et capables de s'engager pour faire le boulot rapidement et avec
Efficacité, ça n'avait plus. Après leur débâcle en Afghanistan, les Américains ont apparemment besoin de continuer leur chasse aux terroristes, comme s'il s'agissait pour la Maison-Blanche d'un effet d'annonce booster d'opinion publique et de points dans les sondages. Comme si certains intérêts économiques dépendaient de cette fameuse chasse aux terroristes. Et qu'importe si ceux-ci se trouvent être maintenant des narcos, tout ce qu'il y a de plus catholique, et dont certains possèdent même la nationalité américaine, cherchant à faire fructifier leur business, certes mortifère, juste de l'autre côté de la frontière. Si en Équateur, les cartels sont déjà classifiés en tant que terroristes, cela n'a jamais été acté au Mexique, bien que le sujet soit souvent revenu sur la table, je vous le disais, du côté des États-Unis. En général, 2-3 années s'écoulent avant qu'on en entende de nouveau parler, mais la proposition revient néanmoins toujours comme une petite musique, une menace même, à destination du Mexique, et nul doute qu'elle ne tardera pas à revenir, un jour ou l'autre, sur le devant de la scène. Jusqu'à finir, pourquoi pas, par être adoptée. Seule une promesse renouvelée de coopération bilatérale de la part du président mexicain avait en 2019 dissuadé Trump de le faire. La classification des cartels mexicains en groupuscules terroristes aurait de multiples répercussions, parmi lesquelles la possibilité pour le département du Trésor des États-Unis de saisir ou bloquer des actifs financiers liés aux cartels ou à des membres supposés de cartels, ainsi qu'interdire à ceux-ci, à leurs complices éventuels ainsi qu'aux membres de leur famille, l'entrée sur le territoire américain. Vous allez me dire, ce n'est pas déjà ce qu'il se passe avec les narcos ? Si, effectivement, les comptes en banque des trafiquants sont censés être gelés par le département du Trésor dès qu'ils le peuvent, ainsi que ceux appartenant aux entreprises soupçonnées de blanchir leur argent. Mais il faut pour cela inscrire individuellement ces organisations sur liste noire au préalable. Et il s'agit ici d'étendre et de généraliser le processus à tous les complices ainsi qu'aux membres de leur famille, à toute personne soupçonnée d'appartenir de près ou de loin à un cartel, ou même à toute personne qui ferait des affaires illégales ou légales avec eux. Quant à l'entrée sur le territoire américain, actuellement les narcotrafiquants recherchés seraient bien sûr arrêtés s'ils s'y essayaient. Mais ce n'est pas forcément le cas des membres de leur famille, dont beaucoup font aujourd'hui encore la navette entre le Mexique et les États-Unis. Ce serait d'ailleurs sur tout cet entourage familial, ainsi que sur les complices évoluant à l'extérieur de ces organisations criminelles, sur toute personne soupçonnée de fournir un soutien matériel, logistique ou financier à l'une d'elles, que se ferait le plus ressentir la nouvelle classification des cartels en tant qu'organisation terroriste, puisque ceux-ci seraient alors passibles de poursuites alourdies. Mais surtout, si les narcos deviennent pour les Américains des terroristes, cela légitimerait des opérations clandestines menées au Mexique à leur encontre, ainsi qu'une éventuelle intervention armée. En réalité, toutes les mesures que pourra adopter Donald Trump pour lutter contre les réseaux de narcotrafiquants ne feraient rien d'autre que s'inscrire dans la lutte déjà menée depuis de nombreuses décennies par les agences de sécurité américaines, au nombre desquelles figurent la DEA, le FBI ou encore l'ATF. Car le combat contre les narcos, les États-Unis le mènent déjà bel et bien, avec une quantité infinie de moyens. Jusqu'ici, sans succès, il est vrai. Je veux bien sûr parler de la sempiternelle War on Drugs, la guerre de la drogue des Américains, menée depuis les années 70, à l'époque contre la French Connection, et les trafiquants du Sinaloa, déjà, qui étaient associés chacun de leur côté avec la mafia italo-américaine pour écouler aux États-Unis leur production d'héroïne. Une guerre de la drogue qui aurait déjà coûté des milliers de milliards de dollars, des milliards. Aux Américains, le budget alloué à cette guerre entre 1987 et 1997 excédant sur cette seule décennie les 110 milliards de dollars. Officiellement, le budget alloué à la DEA est aujourd'hui de 3 milliards de dollars par an. 50 ans. 50 ans d'échecs, de complots et de polémiques, pour un résultat plus que mitigé. Carrément une débâcle totale même. Après des centaines de milliers de morts et de milliards de dollars engloutis, jamais les exportations de drogue à destination des États-Unis et du reste du monde n'a été aussi importante qu'aujourd'hui. Et ce, alors même que les États-Unis mènent déjà une guerre totale à la drogue. En première ligne, fer de lance de cette guerre de la drogue américaine qui n'en finit pas, on trouve bien sûr la fameuse DEA, la Drug Enforcement Administration. Appréciez l'accent bien français. L'agence anti-drogue américaine. Celle-ci possède des bureaux aux 4 coins du monde, dans 58 pays pour être exact, dont 4 rien qu'au Mexique,
l'un de ses principaux théâtres d'opération. Les opérations de la DEA au Mexique remontent là aussi à près de 50 ans, à l'époque de ces pionniers de l'héroïne au Sinaloa. C'est à cette époque que le gouvernement de Richard Nixon lance l'opération Interception, c'est-à-dire le bouclage complet de la frontière des États-Unis avec le Mexique. Alors, la frontière n'était pas fermée hermétiquement, hein. Vous pouviez théoriquement toujours vous rendre d'un pays à l'autre. Seulement, l'opération Interception prévoyait de fouiller tous les véhicules passant la frontière. Comme ça n'a l'air de rien, mais pour tous ceux qui ont un jour essayé de passer l'un des postes frontières surbookés entre les États-Unis et le Mexique, ça veut dire beaucoup. Quand on connaît les files d'attente, parfois de 3 ou 4 heures, quand tout va bien, pour les travailleurs qui passent chaque jour d'un pays à l'autre, alors que seulement un petit pourcentage de véhicules est fouillé aujourd'hui, je vous laisse imaginer le bordel que ça a dû être à l'époque, rendant de fait quasiment impossible, ou tout du moins très compliqué, le transit et surtout le transport de marchandises entre les deux pays. Cette frontière, c'est tout simplement la frontière la plus traversée au monde, en tout temps. Rien qu'au poste frontière de San Isidro, près de 150 000 véhicules et environ 60 000 piétons passent quotidiennement du Mexique aux États-Unis pour aller travailler avant de faire le chemin inverse le soir. Imaginez maintenant que tous ces véhicules doivent être fouillés un par un pendant près de 5 minutes. 5 minutes par bagnole. Imaginez la putain de file d'attente. En fait, c'est comme si l'opération Interception avait tout simplement bouclé la frontière, purement et simplement. Et le gouvernement américain en était pleinement conscient. L'opération, visant le trafic de cannabis, est lancée pile au moment de la récolte, pour nuire un maximum aux trafiquants. Mais ce n'est pas cela que cherche le président Richard Nixon en verrouillant la frontière. Ce qu'il cherche, c'est faire pression sur ses homologues mexicains pour que ceux-ci prennent enfin le problème de la drogue à bras-le-corps. Étant donné que les États-Unis sont depuis toujours le principal partenaire économique du Mexique, même si l'inverse est également vrai depuis 2023, et avec cette situation irrésolue à la frontière qui entravait le quotidien de milliers de travailleurs frontaliers, ainsi que le bon déroulement de nombreux secteurs économiques, le gouvernement mexicain n'avait d'autre choix que de se plier aux exigences de Washington et lancer à son tour la célèbre opération Condor dans le Triangle d'Or, composé des états de Chihuahua, Durango et Sinaloa, fiefs des trafiquants de drogue, afin de lutter contre ces derniers. Les fouilles à la frontière établies par Nixon ne sont déjà plus qu'un souvenir, elles n'ont pas perduré dans le temps, la vie a pu rapidement suivre son cours. Sauf pour les malheureux paysans et habitants du Sinaloa, désormais secoués par l'opération Condor à partir de l'année 1975. L'armée mexicaine, dont pas moins de 5000 soldats et 350 éléments de la police judiciaire participe à l'opération Condor, compte aussi sur pas moins de 27 hélicoptères et 39 avions, certains fournis par les États-Unis, pour déverser des milliers de litres de défoliants sur les champs du Triangle d'Or, officiellement sur les champs de cannabis et de pavot. Alors, en plus des hélicos, les moyens technologiques de télécommunication et de photographie aérienne étaient également fournis par les Américains, qui payaient même la solde des pilotes mexicains participant depuis les airs au programme d'éradication. Mais comme le produit chimique visant à détruire les récoltes est très versatile, il contamine bientôt la plupart des cultures de l'état pauvre et rural du Sinaloa, réduisant à néant le moyen de subsistance de nombreux paysans, dont un grand nombre dépendait d'ailleurs entièrement de la culture du cannabis et du pavot. C'est toute une économie qui est durement impactée. Les narcos, qui ne sont à l'époque rien d'autre que des paysans plus, suivent le mouvement des autres fermiers du Sinaloa, contraints de s'exiler et de quitter l'État pour des terres plus saines. Pendant ce temps, non contents de polluer les terres et détruire les récoltes depuis le ciel, les militaires mexicains se livrent également au sol à tout un tas d'exactions envers la population civile, accusée de soutenir les narcos. Il faut dire que l'État de Sinaloa, surnommé la Nouvelle Sicile par les Mexicains, possède un folklore très particulier, s'apparentant à un véritable culte envers les barons de la drogue et les bandits de manière générale. La narcoculture. Les militaires mexicains feront durement payer cette particularité régionale aux habitants du Sinaloa, une de leurs principales stratégies consistant à lancer des raids éclairs sur des villages et les mettre à sac dès que pèse sur ces derniers le soupçon d'abriter des narcos. Près de 930 plaintes ont été recensées en l'espace de quelques mois à l'encontre des militaires, dont certains sont accusés d'arrestations arbitraires, de torture, de viol et de tentatives de viol. Au final, malgré les abus exercés à l'encontre de la population par l'armée dans le but de débusquer les narcos, ceux-ci,
bien que durement impactés par l'opération Condor, ont subsisté. Ils ont simplement migré ailleurs, développant le trafic de drogue dans tout le Mexique. Le plus grand trophée de l'opération Condor aurait été au final la tête du parrain de l'époque, le lion de la Sierra, Pedro Aviles, abattu au volant de sa voiture dans une embuscade tendue par l'armée, à un embranchement dans les hameaux au nord de Culiacán. Environ une trentaine d'agents de la DEA étaient affectés en même temps à l'opération Condor, en appui de l'armée mexicaine. Mais ce ne fut pas la seule fois que la solution militaire fut adoptée par les Américains pour lutter contre les narcotrafiquants. Et il n'y a pas que la DEA, qui agit généralement en soutien des forces armées locales, qui participent à l'effort de guerre. Les GI sont également déployés. En 1986 est lancée l'opération Blast Furnace, dans la région de Santa Cruz, en Bolivie. 160 militaires américains sont dépêchés dans le pays d'Amérique du Sud, en territoire étranger, pour prêter assistance aux forces de l'ordre boliviennes. Leur objectif, faire la chasse et détruire les laboratoires clandestins de cocaïne qui parsèment la région. Du jamais vu, l'US Army vient cette fois carrément traquer les trafiquants dans leur pays, avec le soutien des autorités locales. En plus de ces 160 soldats, 6 hélicoptères de l'US Air Force sont engagés dans l'opération. Comme souvent dans ce genre d'opération, coup de poing, destiné à en finir avec les narcos, et comme lors de l'opération Condor quelques années plus tôt, l'armée ne prend pas de gants pour mener leur traque, et la population civile et innocente de Santa Cruz ne tarde pas à se plaindre des débordements ainsi que des nombreuses violations de leurs droits qui en découlent. L'une des stratégies de l'armée bolivienne est alors de lancer des raids éclairs sur ces villages isolés, censés également servir de cache aux trafiquants de drogue, en plus de lieux de vie pour ces populations rurales de Bolivie, en première ligne de l'opération Blast Furnace. À cette époque, la participation de l'armée américaine, bien que circonscrite à un rôle de soutien, est vivement décriée. Si l'on veut rester dans le cadre des interventions de l'armée américaine contre les narcos à l'étranger, je vais bien ici parler de l'armée, les GI avec Jeep et Deco et tout le bazar, et non pas de la seule DEA, comme ce fut le cas dans le cadre de l'opération Condor, car la DEA, l'agence anti-drogue américaine, a bien évidemment, comme vous le savez tous certainement, participé et monté de nombreuses opérations à l'étranger au cours des 20e et 21e siècles, au Mexique et en Colombie notamment, pour mener la traque contre Pablo Escobar et les autres barons du cartel de Medellín dès la fin des années 80, comme vous avez pu le voir dans la série Narcos, entre autres. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que la participation et l'application de la DEA dans des opérations contre les narcos en Amérique latine n'a rien d'extraordinaire en soi, et se poursuit encore de nos jours, puisqu'il s'agit de la raison même d'exister de la DEA, faire la chasse aux narcos, provoquant souvent la colère des Mexicains et de leurs dirigeants qui y voient une ingérence de la part de l'agence américaine dans leur politique et une menace pour leur souveraineté, comme ce fut justement le cas l'été dernier, après le raid meurtrier, supposément mené par des mercenaires engagés par les États-Unis au Sinaloa pour capturer Ismael El Mayo Zambada, le chef le plus emblématique du cartel des Sinaloa, avec l'aide de la famille d'El Chapo Guzmán, l'autre grand fondateur du cartel. Raid qui se serait soldé par la mort du député Héctor Melesio Cuen, je vous en parle en début de vidéo, soutien du parrain Zambada, bien que le meurtre du député ait ensuite été pitoyablement camouflé en braquage dans une station-service qui aurait mal tourné par les autorités mexicaines. Vous voyez que la DEA n'hésite pas à lancer des raids controversés en loose day au Mexique, parfois avec des résultats en demi-teinte. Souvent, cependant, l'implication de la DEA à l'étranger et surtout au Mexique se fait avec l'aval et l'appui des autorités locales, qui les sollicitent ou tolèrent leur présence lors d'importantes opérations contre le crime organisé. En janvier 2023, un détachement d'agents de la DEA a supposément coordonné les actions de la marine et de l'armée mexicaine lors du second Culiacanazo qui a mené à la capture de l'un des fils de Chapo Guzmán, Ovidio, après une première tentative avortée en 2019. La capture de ce même Ovidio avait été le fruit d'un mandat d'arrêt émis depuis les États-Unis, puisque celui-ci n'était alors pas recherché dans son pays. L'année précédente, en 2022, c'est lors de la capture d'un autre célèbre capo en juillet, j'ai nommé Rafael Caro Quintero, que la rumeur de l'implication de la DEA en territoire étranger est de nouveau apparue dans la presse.
Si le gouvernement mexicain nie ouvertement toute implication de la DEA dans la chute de l'ancien leader du cartel de Guadalajara, celui-ci affirme quant à lui que des agents de la DEA étaient présents lors de sa capture. Les autorités américaines avouaient l'avoir effectivement planifié avec la marine mexicaine la capture du narco, mais n'avoir eu aucun agent présent physiquement à ce moment-là. À nouveau, vous voyez, la DEA n'hésite pas à s'immiscer dans les affaires mexicaines, souvent avec l'appui des forces de l'ordre locales, bien que le gouvernement du Mexique ne se résoudra jamais à l'avouer. Le faire reviendrait à un aveu de faiblesse pour ce dernier, car il est évidemment impossible pour l'opinion publique mexicaine d'accepter que le puissant voisin et frère ennemi américain envoie des agents dans leur pays pour faire tomber leurs propres criminels, qu'ils sont incapables d'arrêter. Du coup, que peut faire le gouvernement du Mexique à part nier et prétendre que non, bien sûr que non, ce n'est pas la DEA qui a capturé tous ces barons, histoire de sauver les apparences. Non, ce qu'il est intéressant de mentionner ici, ce ne sont pas les coups de filet quotidiens que la DEA essaie de tendre aux trafiquants au Mexique ou de par le monde. Ce sont les opérations militaires menées par l'armée américaine hors de leurs frontières, contre les trafiquants de drogue, puisque, pour rappel, le président nouvellement réélu Donald Trump menace d'employer l'armée et notamment l'US Air Force contre les cartels mexicains sur le sol mexicain. Je vous ai déjà parlé de l'opération Blas Furnace en Bolivie en 1986. Je pourrais aussi vous parler de l'opération Just Cause, soit l'invasion du Panama par les États-Unis en 1989. Alors, celle-ci est bien entendu à remettre dans le contexte de l'époque, contexte de tension entre les États-Unis et l'URSS, qui subsistera jusqu'en 1991. L'opération Just Cause et l'invasion du Panama par les USA avait pour unique but de destituer le dictateur de l'époque du Panama, le général Manuel Noriega. Les États-Unis reprochaient en outre à Noriega de livrer des informations aux Cubains et même de les avoir dupés, car avant de traficoter avec les Rouges, Noriega n'était rien de moins qu'un agent et un informateur de la CIA. Toute cette opération était en réalité une véritable vendetta de la part des USA envers leur ancien ami, ou tout du moins une tentative de leur part de rattraper leurs conneries, étant donné qu'en plus de jouer les agents doubles pour le compte de leurs ennemis cubains, le général Noriega trempait dans tout un tas de trucs pas très nets, y compris dans le trafic de drogue, à l'époque où le président américain Ronald Reagan fait de la guerre contre la drogue l'une de ses priorités, en faisant signer en 1986 l'Anti-Drug Abuse Act, en érigeant avec son épouse le slogan « Dites non à la drogue » en modèle de vertu. Pendant que leur grand poteau Manuel Noriega offrait asile aux barons du cartel de Medellín dans son pays et blanchissait des centaines de millions de dollars de leur argent, en ramassant une partie pour lui-même au passage, tant qu'à faire. Faut avouer que ça la fout mal pour les ricains, ça. Et pour Ronald Reagan en particulier. Officiellement, l'invasion du Panama était une tentative du gouvernement américain de se racheter pour avoir contribué à mettre en place le gouvernement de leur ancien agent Manuel Noriega, et surtout, de mettre un terme au trafic de drogue auquel il se livrait avec les Colombiens. Et comme le général dictateur du Panama était du genre particulièrement répressif avec ses opposants dans son pays, et n'hésitait pas à faire couler le sang, il n'y avait pas trop à craindre le retour de bâton de l'opinion publique panaméenne et de la communauté internationale vis-à-vis de cette invasion. Un premier coup d'état raté contre Noriega, entrepris par des militaires panaméens coordonnés par un bataillon de soldats américains, qui seront assassinés sans pitié par celui-ci pour leur trahison, provoquera l'invasion totale du Panama par les GI 50 jours plus tard et la chute du général Noriega. Un coup dur porté aux barons colombiens des cartels de Medellín et de Cali, qui aura tout de même provoqué la mort de 24 soldats ricains et la mort de 500 à 1000 Panaméens, pour la moitié des civils, sur le mois et demi qu'a duré l'opération. Le général Noriega, lui, sera condamné devant un tribunal de Miami à 40 ans de prison pour trafic de drogue, puis à 7 ans de prison à Paris pour blanchiment d'argent en lien avec le trafic de drogue, avant d'être extradé finalement vers le Panama au terme de sa peine en 2017. Comme quoi, une intervention militaire américaine sur le sol étranger peut aussi porter ses fruits dans leur lutte contre le narcotrafic. La militarisation de leurs voisins mexicains pour lutter contre la pègre est-elle déjà bien connue, puisque c'est l'armée mexicaine elle-même ainsi que certains corps d'armée comme la Guardia Nacional et la Marine qui sont le fer de lance de la lutte mexicaine contre les cartels de la drogue, déployés en première ligne.
Il faut dire que le nombre de meurtres dépasse chaque année les 30 000 au Mexique. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce nombre est à peine moins élevé aux États-Unis. La différence, c'est que les Amerlocs sont évidemment 3 fois plus nombreux dans leur pays que les Mexicains, et qu'il faut donc remettre ce nombre en perspective à l'échelle de la population. De plus, une grande partie des assassinats aux États-Unis ne sont pas dus à la mafia ni même aux gangs, mais sont en fait des conflits plus anodins, comme des crimes passionnels ou encore des fusillades et des meurtres de masse, dans les lycées et écoles par exemple, on en entend régulièrement parler. Tandis qu'au Mexique, on estime que 80% des 30 000 meurtres recensés chaque année sont directement commis par le crime organisé. Tout cela sans prendre en compte les milliers de disparitions qui surviennent chaque année dans le pays. Un bilan humain très lourd, une barbarie de la part des cartels qui pourrait achever de convaincre les Américains de mener une guerre de front contre ces organisations criminelles, y compris sur le sol même du Mexique. Après tout, les dirigeants américains tiennent là une excuse toute trouvée, de quoi se défausser de toute velléité d'ingérence impérialiste auprès de l'opinion publique mexicaine comme de la communauté internationale. Ils ne font après tout rien d'autre que se poser en sauveurs de leurs camarades mexicains, eux qui vivent sous le joug sanguinaire de ces cartels de la drogue et qui sont dirigés par des politiciens corrompus, eux-mêmes directement financés par les cartels. Ils ne font que se porter à leur secours, au secours de tous ces pauvres Mexicains qui vivent quotidiennement la violence des cartels. Ouais bon, pas sûr que cette excuse fonctionne pour légitimer une éventuelle invasion du Mexique par les États-Unis, surtout quand on connaît le passif entre les deux pays. Mais après tout, toute bonne invasion d'un territoire étranger, en tout cas toute invasion qui se respecte, du débarquement en Normandie, en passant par la guerre du Vietnam, l'Irak, ou même la plus récente invasion de l'Ukraine par la Russie, ne commence-t-elle pas toujours sous le faux prétexte de venir en aide, avant toute chose, à la population locale, de la délivrer d'un régime corrompu ou de la violence de groupuscules criminels dissidents? En forçant un peu le trait, cela peut aussi s'appliquer au Mexique. Qui sait, peut-être qu'en cherchant bien, les GI américains pourraient découvrir que les cartels possèdent, dans un coin de désert, des armes chimiques de destruction massive. Suivez mon regard. En réalité, ce qui pourrait plus sûrement pousser les Américains à déployer l'armée contre les narcotrafiquants, ce ne sont évidemment pas les états d'âme que leur suscite le triste quotidien de leurs voisins mexicains, dont ils n'en font que faire, mais leur propre bilan humain, extrêmement lourd, que leur coûte la crise des opioïdes et la consommation de fentanyl dans leur pays. 100 000 morts par an, je le disais, un chiffre en léger déclin certes, mais dont le pic atteint de 107 000 morts en une seule année remonte à 2022, soit il y a 2 ans à peine. Lors de ce qui est désormais connu comme le pic de la crise opioïde, le fentanyl était devenu la première cause de mortalité aux États-Unis chez les moins de 50 ans, provoquant 2,5 fois plus de décès même que le cancer dans cette tranche d'âge. Vous avez déjà forcément vu ces images qui ont fait le tour du monde de ces toxicomanes accros au fentanyl, aux allures de zombies, qui végètent sur place au beau milieu du centre-ville de San Francisco. L'esprit détraqué par cette drogue extrêmement mortelle qui provoque, entre autres symptômes, nécrose, perte des dents et des cheveux, hallucinations, troubles psychiatriques. Mais il n'y a pas qu'à San Francisco que le fléau sévit. La côte Est est d'ailleurs elle-même particulièrement touchée, en particulier les villes comme Baltimore et New York. C'est une véritable épidémie, nettement plus pérenne et insidieuse que celle du Covid-19, qui touche actuellement les États-Unis, en particulier ses couches sociales les plus défavorisées. Une épidémie qui n'est due, si l'on exclut les laboratoires chinois complices de ce trafic, qu'à 2 seuls groupes criminels, 2 cartels ultra-violents qui se trouvent bien évidemment au Mexique. Celui du Sinaloa, avec ses multiples factions rivales, et celui connu sous le nom de Cartel de Jalisco Nueva Generación, dirigé par El Mencho, son fils adoptif et leur chef de la sécurité. À quelques encablures à peine des États-Unis, ces organisations mafieuses narguent le gouvernement américain et sont responsables d'au moins 100 000 morts chaque année dans la patrie de l'oncle Sam. Rien d'étonnant en ce cas que les autorités de ce pays aient fait de la lutte contre celle-ci l'une de ses priorités. Pourtant, les chefs à la tête de ces réseaux parviennent encore et toujours à échapper aux tentatives de capture, et lorsque l'un d'eux tombe finalement, comme cela s'est produit avec le parrain Zambada l'été dernier, l'approvisionnement en drogue, et notamment en fentanyl, n'est en rien impacté. Le trafic se poursuit encore et toujours. En 2022,
La DEA avait annoncé avoir saisi 50,6 millions de faux comprimés contenant du fentanyl. Une dose suffisante pour tuer tous les Américains, au nombre de 332 millions. Pour de nombreux contribuables, il serait grand temps de prendre enfin des mesures pour lutter contre ce terrible fléau. À l'époque où Trump avait menacé d'inclure les cartels sur la liste des organisations terroristes en 2019, celui-ci avait renforcé la présence de l'US Navy dans le golfe du Mexique et des contrôles maritimes dans cette zone, afin de lutter contre la contrebande. Une des nombreuses mesures que l'administration Trump pourrait renforcer, afin de mettre un terme au fléau de la drogue qui sévit dans leur pays, et un nouveau pas qui serait franchi vers la militarisation du conflit avec les organisations criminelles mexicaines. Au sommet des cartels de Medellín et de Cali dans les années 90, les États-Unis avaient menacé la Colombie de blocus maritime, à l'époque où les voies d'acheminement de la cocaïne se faisaient majoritairement par la mer et le golfe du Mexique. Ce n'est certes plus le cas aujourd'hui, du moins en ce qui concerne les États-Unis, étant donné que le gros de la drogue arrive aujourd'hui dans le pays par voie terrestre à travers le Mexique. D'autres nations, notamment la France ou l'Espagne, ont pris la relève des Américains en maintenant une présence constante de leurs forces navales dans ces eaux internationales, afin d'intercepter les narcotrafiquants en provenance d'Amérique du Sud, et notamment de Guyane et du Suriname. La guerre de la drogue des Américains serait-elle en réalité la guerre mondiale du XXIe siècle ? Immigration illégale, trafic de drogue, migrants périssant lors de leur traversée au milieu du désert, overdose qui se comptent par centaines de milliers. Et pendant ce temps, les cartels causent toujours autant de dommages au Mexique. Le but de cette vidéo est d'avertir et surtout d'expliquer pourquoi Donald Trump pourrait être tenté de militariser la frontière avec le Mexique, encore plus qu'elle ne l'est déjà. Pourquoi, même, le spectre d'une invasion terrestre du Mexique par l'US Army est un scénario catastrophe fantasmé ou redouté par certains, qui revient régulièrement sur le devant de la scène, notamment dans la fiction. Si cela peut apparaître comme un scénario de série B, en effet, nous n'avons jamais été aussi proches de le voir véritablement se produire. Récemment, Donald Trump a communiqué les membres de son prochain gouvernement, parmi lesquels des conservateurs purs et durs à certains postes clés. Comme Tom Homan, surnommé le tsar des frontières, qui n'a rien de moins que l'ancien directeur de l'ICE, et c'est lui qui sera chargé de mener à bien les futures déportations de migrants. On trouve aussi Kristi Noem, ça fera plaisir aux féministes, connue pour ses positions fermes contre l'immigration, peut-être pas en fait, lorsqu'elle était gouverneure du Dakota du Sud. Comme futur secrétaire, non, vraiment pas en fait, du département de la sécurité intérieure. Et Stephen Miller, responsable des mesures concernant l'immigration lors du premier mandat de Trump, cette fois au poste de chef adjoint de cabinet à la Maison Blanche. Un indicateur que Trump compte bien une fois encore serrer la vis en matière d'immigration. Mais pas seulement. Kristi Noem a notamment déclaré Les 50 États des États-Unis ont un ennemi commun. Cet ennemi commun, ce sont les cartels de la drogue mexicains qui font la guerre à notre nation. Tom Homan déclare pour sa part Le président Trump s'est engagé à les qualifier d'organisations terroristes et à utiliser toute la puissance de l'opération spéciale des États-Unis pour les éliminer. Avant même la réélection de Trump au début de cette année, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, avait décidé de prendre les devants et d'adopter des mesures polémiques contre les migrants. Sans l'autorisation du gouvernement fédéral, Abbott avait réquisitionné la garde nationale, positionnant cette dernière sur la frontière avec le Mexique, en janvier dernier. Désormais installée dans un parc municipal d'Eagle Pass, à proximité du Rio Bravo, le fleuve frontière, la garde nationale s'est vue confier les missions par Abbott de construire une barrière de barbelés sur la berge du fleuve, longue de près de 160 km, pour empêcher le passage des migrants. Cette décision a fait énormément parler au Mexique, étant donné que certains reprochaient au gouverneur Abbott d'agir unilatéralement sans l'accord du gouvernement de Biden, et surtout d'agir à l'encontre des droits de l'homme et de la dignité humaine, la barrière étant fabriquée en barbelés. La garde nationale, elle, patrouillait au-dessus de la clôture tels des matons de prison en haut de la berge. Il faut dire que l'image n'était pas très télégénique. Puis, il faut dire que le sujet est devenu encore plus épineux au Mexique récemment, étant donné qu'un bon nombre de migrants souhaitant passer la frontière ne sont pas mexicains. Du coup, lorsqu'ils sont bloqués par les Américains, les groupes de migrants étrangers désargentés n'ont rien d'autre à faire que de traîner dans les rues mexicaines. Tant que c'était les cousins d'Amérique centrale ou même ceux, plus lointains, de Colombie ou du Venezuela, ça ne dérangeait pas trop les Mexicains. Mais maintenant, avec l'afflux de plus en plus régulier d'Haïtiens qui se retrouvent bloqués au Mexique et qui,
Contrairement aux migrants latino-américains, qui ne trouvent pas du tout le Mexique attractif, sont eux parfaitement ravis de demeurer au Mexique, l'immigration est également devenue un sujet dans le pays. Au début, les journalistes d'extrême gauche tentaient d'illustrer combien les Haïtiens arrivaient bien à s'intégrer dans la société mexicaine. Mais après quelques agressions et l'incendie dans un centre d'accueil de migrants l'année dernière, un son de cloche dissonant apparaît également. Quelques semaines plus tard, le gouverneur du Texas Abbott avait également annoncé la construction d'une base militaire toute nouvelle en bordure du fleuve, qui pourra accueillir près de 1800 soldats une fois achevée. Trump prévoit en outre de construire d'énormes camps, l'extrême gauche dira de concentration, la droite plus prosaïquement de rétention, à proximité de la frontière pour canaliser le flux de personnes arrêtées en attente de leur renvoi vers leur pays d'origine. La commissaire à l'aménagement du territoire du Texas a déjà fait savoir qu'elle offrait à Donald Trump un ranch de près de 570 hectares pour l'établissement d'un de ses camps à la frontière avec le Mexique. Des annonces qui ont rencontré un certain écho parmi la population américaine durant la récente campagne électorale, y compris chez les Afro- et les Latinos américains, pour la première fois largement acquis à la cause du candidat républicain. Quoi que l'on puisse penser de la politique de séparation des familles et de package des migrants prônée par celui-ci. Il faut dire que son prédécesseur Joe Biden a éprouvé les plus grandes difficultés à se dépatouiller de sa politique migratoire. D'abord annoncée comme nettement plus tolérante que celle adoptée par Donald Trump lors de son premier mandat, puis ensuite plus restrictive lorsqu'il se retrouvait au cours de son propre mandat confronté à d'importantes vagues migratoires. Rendez-vous compte, l'on enregistrait certains mois plus de 200 000 entrées illégales à la frontière mexicaine, un record qui n'avait jusque-là plus été atteint depuis l'an 2000. Selon le CBP, le service des douanes et de la protection des frontières, ce serait en tout 2 nouveaux millions de migrants qui seraient venus grossir les rangs de cette masse laborieuse clandestine, sous le mandat de Biden, en plus des 10 millions d'entrées illégales directement recensées et régulées par leurs services. Cette politique de l'autruche en matière d'immigration, ce va-et-vient incessant entre phases plus laxistes et d'autres plus restrictives de la part de Biden, n'aura au final su contenter ni ses électeurs de gauche, ni l'opposition républicaine. Lors de récents sondages, 86% des Américains voient dans l'immigration illégale une menace importante ou critique pour les intérêts vitaux des États-Unis, un chiffre en constante augmentation. Symbole de ce dilemme moral pour le camp démocrate et Joe Biden, le mur à la frontière mexicaine que Donald Trump avait lors de son premier mandat promis d'édifier et d'uniformiser sur l'ensemble de la dite frontière, longue de près de 3000 km. L'homme d'affaires propulsé président avait commencé à bâtir son mur lors de son premier mandat, entre 2017 et 2021, après avoir bataillé pour obtenir un financement partiel de son projet de la part du Congrès, censé régler tous les problèmes et en finir avec l'immigration illégale. Au final, il aura érigé à peine 725 km de portions de murs et autres clôtures, pour un coût de plus de 15 milliards de dollars. Nettement moins que les 1600 km prévus initialement et promis lors de sa campagne. Moins même que les 1000 km déjà bâtis sous les administrations Obama, George W. Bush et Clinton depuis les années 90. Et en réalité, sur ces 725 km de murs, moins de 50 km représentent de nouvelles portions s'avançant entre les territoires américains et mexicains. Le reste ne sont que des travaux de consolidation de portions de murs déjà existantes, bâties sous les 3 administrations susnommées. On peut dire que, malgré les discours grandiloquents de l'intéressé et sa volonté de boucler la frontière avec le Mexique, le mur de Donald Trump aurait été un échec. Tout comme la promesse de son successeur Joe Biden d'interrompre sa construction définitivement d'ailleurs. Car si Trump a dû en son temps batailler contre le Congrès pour obtenir une partie du financement de son mur, Biden a pour sa part dû se plier aux décisions de ce même Congrès, qui avait déjà alloué le budget voulu par Trump à la construction de nouvelles portions de murs, pour poursuivre les travaux. Celui qui avait durant sa campagne proclamé que plus d'1 kilomètre de mur ne serait bâti, a en réalité dû se résoudre à poursuivre l'avancement de celui-ci de plusieurs dizaines de kilomètres au cours de son mandat. Il tentera néanmoins de se dédouaner auprès de son électorat en arguant que les États-Unis faisaient justement, hasard du calendrier, face au même moment à un important afflux de migrants. Une hypocrisie inefficace faite de demi-mesures et d'à peu près. Voilà à quoi se résumera la politique migratoire de Joe Biden au bout du compte. Seulement, vous le savez, voilà de nouveau Donald Trump installé au KLM au bureau ovale après sa réélection à un second mandat le 5 novembre dernier. Et figurez-vous que non content de menacer d'envoyer l'armée faire la chasse aux clandestins sur le sol américain et d'implanter de vastes camps de rétention dans les États du Sud,
L'ami Donald Trump propose maintenant de reprendre la construction de son projet phare. Oui, le fameux mur à la frontière américano-mexicaine, encore et toujours. Le 19 juillet 2024, peu après la tentative d'assassinat qu'il a visée cette année, c'est un Donald Trump bien vivant qui revient triomphant pour mener sa campagne et proclamer lors d'un meeting à Milwaukee. Je mettrai fin à la crise de l'immigration illégale en fermant nos frontières et en finissant l'édification du mur en les shit. J'en ai déjà bâti la majeure partie. On avait fort à faire avec le Congrès, mais cette fois je ne vais pas le faire voter par le Congrès. J'appelle cela une invasion. On va donc déployer l'armée de Jesus Christ. 800 milliards de dollars de budget. J'ai dit que j'allais en prendre une partie parce qu'il s'agit d'une invasion. La plupart du mur est déjà construit. On l'a construit en utilisant les fonds cocksucker parce qu'il fallait arrêter cette invasion. Il faut arrêter cette invasion de centaines de milliers de personnes chaque année, motherfucker. Il semblerait bien que, comme lors de sa précédente campagne menée en 2017, la construction du mur à la frontière a une fois encore fait partie des plus importantes promesses de campagne de Donald Trump. Un mur dont la construction ne s'était jamais totalement interrompue, puisqu'elle avait été reprise en loose day sous le mandat de Biden, très fragmentairement il est vrai. Mais également la lutte contre les cartels. Nouvel ennemi émergent pointé du doigt par ce phare puritaniste, putassier et putaclic de la bien-pensance consumériste que sont les États-Unis. Les cartels mexicains ont bien évidemment toujours été dans la ligne de mire du républicain Donald Trump, comme de nombreux présidents avant lui, peu importe leur couleur politique. Mais la crise du fentanyl étant passée par là, et les menaces d'attentats djihadistes ayant légèrement diminué depuis le dernier mandat de Trump, on s'attend désormais à des mesures fortes pour réduire drastiquement les nuisances engendrées par la drogue, quelle qu'elle soit. Jusqu'à peut-être même lancer une invasion du Mexique. Incités et encouragés par la branche la plus radicale du Parti républicain, qui ont fait eux-mêmes leur classe dans l'US Army, comme de nombreux petits copains de Donald Trump qui se sont prononcés en faveur de l'intervention militaire. Un autre élément qui pourrait expliquer cette poussée des républicains en ce sens, c'est le lobbying et son poids considérable dans la prise de décision politique aux États-Unis. Il s'agit d'une particularité des USA, ou des lobbies très puissants comme celui des armes par exemple, bien connu, la célèbre NRA, ou encore le lobby des laboratoires pharmaceutiques, appuient dans l'ombre telle ou telle décision politique dans le but de consolider le plus efficacement possible leurs intérêts, dans une mesure qui n'est pas toujours bien perceptible par le grand public. Ces lobbies agissent avec opacité et font là-bas partie intégrante de la sphère politique. Et s'il y a bien un lobby qui pèse aux États-Unis, comme dans de nombreux autres pays d'ailleurs, c'est bien le complexe militaro-industriel. À ne pas confondre avec le lobby des armes, hein. Je vous vois venir les anti-flingues. En fait, en forçant un peu le trait, on pourrait dire que toute une partie de l'économie américaine repose sur l'industrie de la guerre et a besoin de celle-ci pour prospérer. Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, toutes ces entreprises font partie des 500 plus grandes compagnies du monde. Leur point commun, elles tirent leur profit de l'industrie de la guerre et en font profiter les élites, notamment celles au pouvoir, ne nous y trompons pas. De ce fait, peut-on dès lors raisonnablement parler de conflit d'intérêts ? Ces entreprises jouent également un rôle majeur dans l'industrie locale de certains États américains, s'assurant ainsi du soutien de leurs représentants au Congrès. Lockheed Martin, par exemple, représente plus de 146 000 emplois et a plus de 1300 fournisseurs aux États-Unis, dans près de 44 États. Dès lors, afin de doper ce secteur d'activité, rien d'étonnant que le Congrès ait attribué un budget de 886 milliards pour la défense des États-Unis cette année, en 2024. 886 milliards de dollars, rien que pour les dépenses militaires. Lors de son allocution du 19 octobre 2023 à propos du conflit entre Israël et le Hamas et celui opposant l'Ukraine à la Russie, l'ancien président Joe Biden avait comparé les employés de ces entreprises d'armement aux citoyens réquisitionnés dans les usines pendant la Seconde Guerre mondiale, rien que ça. Tout comme pendant la Seconde Guerre mondiale, les travailleurs américains patriotes construisent aujourd'hui les arsenaux de la démocratie et servent la cause de la liberté. Nous envoyons à l'Ukraine des armes qui se trouvent dans nos stocks. Et lorsque nous utilisons l'argent alloué par le Congrès, nous l'utilisons pour réapprovisionner nos propres magasins, nos propres stocks, avec de nouveaux équipements. Des armes qui défendent l'Amérique et qui sont fabriquées par les États-Unis. Les batteries antimissiles Patriot sont fabriquées en Arizona. Des obus d'artillerie sont fabriqués dans 12 États, en Pennsylvanie, dans l'Ohio, au Texas, et bien d'autres choses encore.
Je suis tombé sur un article du journal Le Monde datant de 2006. 2006, pour vous dire, ça nous rajeunit pas. Les Italiens venaient de gagner la Coupe du Monde. Bref, l'article s'étonnait que le coût de l'équipement d'un GI américain ait été multiplié par 3,5 en 6 ans, passant de 7 000 $ par soldat en 1999 à 24 000 $ en 2006 donc. Et ça, c'était il y a 18 ans. La technologie militaire a encore évolué depuis, toujours plus sophistiquée, toujours plus coûteuse. Surtout que dans le cadre d'une hypothétique invasion terrestre du Mexique, on part ici du principe que ce serait avant tout les forces spéciales qui seraient déployées. Le fusil de précision Barrett, des forces spéciales par exemple, une arme qui fait justement partie de celles qui sont le plus utilisées par les cartels, coûte environ 12 000 $ l'unité. C'est les chiffres que j'ai trouvés sur internet. Comptez 3 à 5 000 $ pour un gilet pare-balles. Et ça, c'est seulement pour l'équipement le plus sommaire. Et où va l'argent de toutes ces coûteuses dépenses, à votre avis? Il faut bien des gens, des entreprises qui fabriquent ces armes, ces équipements, ces systèmes de guidage et ces bombes que certains élus républicains souhaitent balancer sur la tête des narcos. C'est le PDG de l'un de ces mastodontes du complexe militaro-industriel, Gregory Hayes, PDG de Raytheon, qui le dit dans une interview accordée en 2022 à la Harvard Business Review. Nous ne nous excusons pas de fabriquer ces systèmes, ces armes. Le fait est que nous finirons par en tirer des bénéfices au fil du temps. Tout ce qui est envoyé à l'Ukraine aujourd'hui, bien sûr, provient des stocks, soit du ministère de la Défense, soit de nos alliés de l'OTAN. Et c'est une très bonne nouvelle. Un jour ou l'autre, nous devrons les reconstituer et nous en tirerons un bénéfice pour l'entreprise Raytheon au cours des prochaines années. Et si tout ce que recherchait le camp républicain et leurs alliés avec les cartels mexicains, c'était dans le fond seulement une guerre, n'importe laquelle, pourvu qu'elle soit profitable? Combien cela coûterait de déployer les GI à la frontière mexicaine, ou même d'envahir carrément le Mexique? Et surtout, à qui cela profiterait-il le plus? Et si au final Donald Trump, homme blanc d'âge mûr à la mèche blonde, businessman millionnaire marié à une femme plus jeune, à l'image sulfureuse, qui évoque à certains un symbole inadmissible du patriarcat, jusqu'à visiblement leur filer des crises d'eczéma en bons fragiles qu'ils sont, était en réalité un modérateur dans son propre camp. L'homme qui possède le charisme suffisant et suffisamment fort de son expérience d'ancien président pour pouvoir tenir en laisse ces chiens de guerre. Après tout, malgré tout ce qu'il a pu dire, Trump s'est plutôt bien entendu au final, lors de son précédent mandat avec le président gauchiste du Mexique, Andrés Manuel López Obrador. Comme la successeur de AMLO, Claudia Sheinbaum, continue dans la ligne droite de son mentor, il n'y a pas de raison pour que cela change. Ne serait-il pas avant tout un businessman apte à savoir où se trouve son intérêt ou celui de ses concitoyens, adepte de la réelle politique? Mais, comme tout homme politique, Trump est également tributaire des desiderata de son électorat, et plus globalement de la grogne exprimée par les citoyens américains. Et une partie de ceux-ci semble désormais favorable à une politique interventionniste au Mexique à l'encontre du narcotrafic. Un sentiment exacerbé par la troupe de vétérans élus au parti républicain, assez nombreux pour en constituer tout un foutu bataillon, dont le principal savoir-faire est justement, pour certains d'entre eux, de savoir faire la guerre. Le petit Donald, souvent moqué, n'est peut-être au fond que l'arbre qui cache la forêt.